Merci beaucoup à DevFest Lille de m'avoir invité à venir donner cette présentation sur booster vos applications avec des caches distribuées DataGrid. Merci à tous et à toutes que vous êtes là. Si à un moment donné, vous voulez plus rester, je vous conseille de partir par la gauche, là, parce que je vois plus du tout vos visages. Et du coup, comme ça, je ne resterai pas avec vos visages et j'aurai aucune rancune. Mais si vous partez par là, je vais me rappeler, donc faites gaffe. Donc voilà, on commence. Donc déjà, l'histoire de DataGrid dont je vais parler, de cache distribuée, ça a commencé en octobre 2008, quand il y a une équipe des JBoss à l'époque qui se sont dit on veut faire cache implement concurrent map avec l'idée de faire une map qui soit distribuée. Et aujourd'hui, en 2019, ça c'est connu comme Infinispan, qui est en version 10. Version 10 en bêta 3 à ce moment. La version stable dernière, c'est la 9.4.15 qu'on est en train de réaliser juste là. Et c'est connu par le nom de Undatagrid. C'est un projet 100% open source, à page licence 2, écrite en Java. Déjà, ici, qui sait ce que c'est un DataGrid? Qui a entendu DataGrid? Ouais, je suis surprise, Emmanuel Bernard a entendu DataGrid, c'est pas possible. Donc voilà, c'est assez courant, c'est ce que j'ai vu dans les conférences, c'est que les gens, ils savent pas trop ce que c'est. Et si je dis base de données NoSQL clé valeur, qui est familiarisé avec ça? Oui, la plupart des gens. Donc ouais, pas étonnant. Mais là, du coup, moi, qui je suis. Donc, moi, c'est Katia Aresti. Aresti dans les réseaux sociaux, GitHub, Twitter et tout ça. Je travaille du coup dans l'équipe Infinispan chez Red Hat depuis un peu plus de 2 ans, en remote entouré des gars. Et à la maison, je suis entourée des filles. Et je suis là parce que grâce à que mon copain il s'occupe des filles, que je peux quand même faire des presses ici et être là avec vous. Et puis, du coup, en fait, à part coder que j'adore, mon autre métier, c'est que je suis aussi comédienne. J'adore, en fait, le code, je le fais pour le fun. Et mon vrai métier, c'est être comédienne. Mais bon, voilà. Et je suis super fan d'Harry Potter. Et en fait, aussi, oui, je fais partie de Duchesse France depuis sa création, Duchesse France, qui est un meet-up Women in Tech que si vous ne connaissez pas, vous devez connaître et nous suivre parce que ça donne beaucoup de rôles modèles féminins pour les filles qui sont déjà dans la tech et celles à venir. Et donc voilà, en tant que fan de Harry Potter, moi j'aime bien dire, qui connaît l'univers Harry Potter ici? Bon, c'est des magiciens qui sont dans une école avec un méchant sans enfant, dans ce cas-là, comme dans Dark Vador sans enfant, non, de Voldemort. Et en fait, il y a un personnage qui est très cool, qui est Severus Snape, qui, du coup, en fait, tu sais pas trop, ça c'est un spoiler, mais voilà, lisez les bouquins, quoi, qui est, en fait, tu sais pas, ça te fait un peu peur, tu sais pas s'il est bon, s'il est pas bon, machin, mais à la fin, tu sais que c'est des ouf et super puissant. Et en fait, un DataGrid, c'est un peu ça. Mais du coup, avant de démarrer ce que c'est un DataGrid, on va commencer par le début. C'est quoi le cache? Un cache, en général, c'est une librairie qu'on va embarquer dans notre application, justement pour pouvoir avoir la performance quand on va appeler un système externe comme une appel base de données, un web service qui est lent, un calcul qui met un peu de temps à se calculer. Du coup, on va le garder en mémoire, non, dans le cas d'une appli Java, par exemple. On peut faire ça avec Infinispan. On peut prendre la librairie comme une librairie embarquée, la prendre comme une dépendance, l'embarquer dans notre appli, et on peut l'utiliser comme un cache local. Donc, ce qui se passe en production en général est qu'on n'a pas une seule instance déployée, on a plusieurs instances. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas de devoir gérer des caches locales? On peut arriver à des scénarios comme que moi, j'ai fait un put. Mon request, ça tombe dans l'instance numéro 1. Et du coup, là, j'ai la clé qui est en cache de Inflatus. Mais si je fais get
2 et ça tombe sur l'instance numéro 3, bah là, j'aurai pas peut-être la valeur en cache. Pareil, si je fais un remove et ça tombe dans l'instance numéro 2, il faut synchroniser l'instance numéro 1 parce qu'il a des données qui sont plus valides. Bon, bref, quand on commence à avoir beaucoup de données et qu'on a besoin d'avoir des données en mémoire et en cache et avoir plusieurs instances, ça commence à être un peu compliqué de tous ces mécanismes-là. Donc, la première chose qu'on peut faire avec Infinispan, c'est connecter ces instances et que ça devienne une cache répliquée. Donc, un cache répliquée, du coup, va contenir dans toutes les instances, à tout moment donné, les mêmes clés valeurs. Donc, dans ce scénario-là, si je fais put 3 reducto, tout ça, c'est des spells de Harry Potter. 3 reducto et je tombe sur l'instance numéro 1. Infinispan va s'occuper de répliquer sur l'instance numéro 2 et l'instance numéro 3. Donc, à la fin, j'aurai ça. Et ça, c'est très bien. Et on a une consistance haute en mémoire, mais c'est à un moment donné, oui, si on a des millions d'entrées, bah, ça consomme beaucoup de mémoire. Et donc, à partir de 10 instances, on dit en Infinispan, ça peut commencer à être pas très escalable horizontalement. Donc, c'est là qu'on peut utiliser une cache distribuée. Donc, dans ce cas-là, cette configuration-là, j'aurai 3 instances. Chaque instance contiendra 5 clés. Son propriétaire, ou ça va être une seule instance. Donc, on va avoir, par exemple, l'instance numéro 1 va contenir la clé 1, l'instance 2, la clé 2, et l'instance 3, la clé 3. Mais, du coup, en fait, si vous voyez, le niveau de mémoire, c'est ultra optimisé. Quand je fais un get 3, si mon get tombe sur l'instance numéro 1, il va dire, OK, moi, je n'ai pas ce clé 3, mais je sais qu'il a. Et du coup, il va aller chercher et requêter l'instance numéro 3 et retrouver la valeur. Et ça fonctionne. Et ça marche en mémoire. Ça va très, très vite et c'est ultra performante. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans ce cas-là, si je perds, parce qu'évidemment, les instances, on les perd. Et il tombe quand on est en production, on perd des instances. Qu'est-ce qui se passe dans ces configurations dans lesquelles j'ai fait get 3 et du coup cette valeur qui était dans l'instance numéro 3 est perdue potentiellement. Et peut-être c'est pas grave. Parce que peut-être que cette valeur 3 reducto, c'est juste une valeur qu'à un moment donné, je le perds, mais je peux le recalculer et c'est juste pour une petite période de temps que je vais avoir cette valeur perdue. Mais qu'est-ce qui se passe dans un scénario où je suis en train de faire tous mes achats de supermarché dans un site et je passe une demi-heure à remplir mon caddie avec tous mes produits, le lait, les machins, bidules. Et quand je vais payer, ces données-là qui étaient en mémoire dans une des instances pour que ça aille vite, et ce n'est pas des données peut-être que je veux justement stocker dans une base de données, mais juste le garder en mémoire pendant une période un peu longue, mais j'arrive pour le paiement. Et en fait, l'instance qui contenait les données de ma session disparaît. Du coup, je ne suis pas contente et je ne veux plus jamais payer et acheter les courses dans ce site. Et ça m'est arrivé. Donc, voilà, potentiellement, c'est de la perte d'argent. Et on ne veut pas ça. Donc, pour ça, on peut rajouter un peu de redondance. Donc, dans ce cas-là, on va dire, au lieu de stocker la clé valeur dans une seule instance, tu vas la stocker dans 2 instances. Donc, si je fais 4 put protégeo, l'instance tombe, la request tombe dans l'instance numéro 1, il va le dupliquer une seule fois à l'instance numéro 2, mais du coup, j'aurai un truc comme ça, mais si je perds l'instance numéro 3, je le récupérerai quand même. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si je fais un scale up? Parce que je suis en train de scaler horizontalement, j'ai besoin de plus de mémoire et plus de charge, d'avoir plus de données parce que j'ai des millions d'utilisateurs et que j'ai besoin d'avoir beaucoup de données en mémoire, ou j'ai un site de big data et je dois faire des calculs et donner des analyses en temps réel et faire des trucs et j'ai besoin que ça booste et que ça aille vite. Du coup, j'ai fait une scale up et là, c'est le consistent hashing qui rentre en jeu. Donc, d'ici, qui est familiarisé avec le hashing? Et avec les consistent hashing? Donc, les hashing, pour faire court, c'est dans un hashmap. Comment on sait comment ça marche? C'est parce que ça calcule un hash et du coup, il sait où il doit chercher
une clé en particulier. C'est pour ça que c'est super important d'implémenter Equal Check Hash Code en Java. Mais les consistent hashing, c'est ce qui permet les scénarios suivants. Mon nœud a rejoint les clusters, du coup là j'ai un cluster de 4, mais du coup seulement les datas, les deux valeurs, parce que j'ai dit que je voulais que deux instances soient les propriétaires ou qui contiennent la valeur, que le cache contienne la valeur. Du coup, seulement ceux qui doivent appartenir au nœud vont bouger. Donc, ça restera comme ça. Et pourquoi ça c'est super important en fait? Ça c'est super important parce que si vous pensez à des millions de données en mémoire, dans lesquelles toutes les données, parce que c'est pas pareil d'avoir 3 instances, 4, que 10, que 20, et pour le hashing. Du coup, si le hashing n'est pas consistant, ça veut dire que toutes les données qui sont de partout dans toutes les instances doivent changer et tous doivent se reconfigurer. Et ça veut dire des millions de données dans les réseaux, et ça veut dire ton cluster qui est vraiment pas stable. Donc c'est très très important dans ces genres de produits, de s'assurer que les consistent hashing est implémenté. Et qu'est-ce qui se passe par exemple si j'ai une partition de réseau et que j'ai perdu 2 instances et du coup j'ai 2 instances d'un côté et 2 instances de l'autre côté et j'ai un truc qui s'appelle split brain. Mon cerveau qui se divise. Bah, dans ce cas-là, ça dépend en fait. Qu'est-ce que ça arrive? Bah, ça peut arriver que vous dites bah, les données sont trop critiques et du coup, si j'ai un truc comme ça, je veux pas qu'on puisse ni lire ni écrire. Mais tu peux dire aussi, bon, dans un truc comme ça, je veux qu'on puisse lire les données, mais on ne veut pas écrire parce que c'est un peu dangereux pour la consistance des données. Mais on peut aussi dire, bah, écoute, ça ne me dérange pas, je veux qu'on puisse lire et écrire et qu'après, quand le cluster va revenir en vie, bah, tout va se mettre en place, mais ce n'est pas grave en fait. Ça dépend des besoins des données qui sont dans ces caches-là. Tout ça, Infinispan utilise une librairie qui s'appelle JGroups. JGroups, c'est une librairie qui a quand même une vingtaine d'années peut-être déjà en Java, qui est pour faire de la communication TCP reliable. Désolée, je mets des mots en anglais, j'ai pas le mot en français maintenant. Et en fait, c'est ce qui Infinispan, il fait tous les algorithmes, toutes les fonctionnalités autour de ça. Mais pour que le nœud puisse se passer les données, ils utilisent JGroups pour justement communiquer. Quand on utilise des data grids ou des caches distribuées comme ça, c'est important de comprendre un peu ce qui se passe au-dessus quand même, pas que rester dans ma machine fonctionne. Donc c'est important de comprendre ça. JGroups par moment, c'est parfois un peu touchy à configurer sur certains cas, mais justement Infinispan, ce qu'on fait, c'est faire sorte que ce soit de plus en plus facile et agréable à comprendre et à utiliser, à configurer JGroups, qui est les communications réseau, quoi. Ça, c'est un des trucs super importants et qu'on continue encore à travailler dans la version 10 qui est en train d'être développée. Mais du coup, en fait, quand on embarque des données comme ça, bah, les applications ne sont plus stateless. Nos applications sont stateful. Et du coup, on nous dit qu'il faut qu'on fasse des applications stateless et ça semble comme mal, en fait, faire ça aujourd'hui, des applications qui sont stateful. Et ça veut dire que si moi, j'ai mes données d'une part et que du coup, j'ai besoin de scaler up and down et avec mes applications, et genre je veux scaler 3 instances, 4 instances, et ensuite killer 3 instances. Quand on a les données embarquées comme ça, on ne peut pas faire ça comme s'il y avait plein de mains. Il faut le faire doucement, un par un, et tenant compte qu'il y a de la data et que c'est pas genre la vie. Donc il faut traiter les clusters de l'application avec attention. Mais du coup, en fait, si on réfléchit, une appli est stateless en soi, il ne fait pas grand-chose s'il n'y a pas de la data. Donc on veut quand même des applis avec état, mais on le veut sans état. Et c'est là que je rentre dans la deuxième partie qui est application stateless, microservices et containers. Donc ça implique serverless, Kubernetes, 12-factor app, functional as a service, voilà, toutes les
derniers buzzwords, mais ceux qui ne sont pas buzzwords non plus, je vais dire. C'est vraiment de faire des applis stateless. Pourquoi? Parce que, pas parce que c'est de la mode, et c'est cool de faire ça comme ça, mais parce que, justement, si moi j'ai ma data d'un côté et j'ai mes applications d'un autre côté, je peux faire un scaling up and down de la CPU d'une part, et si j'ai besoin de scaler la mémoire, je le fais d'un autre part. Mais du coup, je mets où les données? Avec Infinispan, on a le mode client-serveur. Donc, les modes client-serveur, tout ce que j'ai expliqué sur des caches distribuées, répliquées et tout ça, ça s'applique aussi dans ces modes-là, dans lesquels on a des Infinispan en cluster avec des caches définies et chaque nœud d'Infinispan contient la data et avec un consistent hashing et on peut faire les scale up and down. C'est la même chose, mais au lieu d'avoir les données embarquées dans notre appli, ils sont dans des serveurs Infinispan. C'est super intéressant parce que déjà, notre appli n'a pas besoin d'être écrite en Java. On peut l'écrire en Node, on peut l'écrire en C#. Et oui, on peut l'écrire en Java parce que malgré tout, c'est les meilleurs langages. J'aime bien Java, même si tout le monde dit que c'est le nouveau COBOL, j'y crois pas. Et du coup, en fait, là, pour que ça marche, on aurait notre client Infinispan, donc une librairie qu'on va rajouter dans notre appli Node, Java, C#, n'importe lequel. Et on peut utiliser les clients Hot Rod, qui est un protocole binaire pour communiquer et envoyer la data pour envoyer la data à Infinispan. Mais aussi, il y a du REST. Par exemple, si vous utilisez un langage qui n'a pas un client Hot Rod, mais vous voulez utiliser une API REST, vous pouvez le faire en REST. Il y a même cache aussi, voilà. Et donc, dans cette configuration des microservices, aujourd'hui, ce qui arrive est, par exemple, c'est ce genre de scénario dans lequel on a un microservice 1 qui appelle microservice 2, qui appelle microservice 3, et qui, du coup, la latence s'accumule. Au lieu d'avoir les données, le code tout dans votre appli monolithe, vous l'avez séparé dans des différentes applications, microservices, mais du coup, en fait, l'effet d'appeler un qui appelle l'autre, il y a quand même la latence qui s'accumule. Donc, c'est super important que certaines données, que ça aille vite, en fait, et que ça répond vite, le microservice. Donc, pour ça, c'est super intéressant, justement, d'avoir les données cachées dans une cache qui soit distribuée avec un seul owner, parce que c'est pas grave. Bon, si je perds la donnée, ça va être un peu plus lent, mais peu importe, en fait, je vais pouvoir la recalculer. Et après, il y a des scénarios intéressants, comme quoi, par exemple, on pourrait imaginer que le microservice 2, s'il tombe, il existe un mode dégradé avec des données en cache. Et donc, du coup, notre chaîne d'appel microservice 1, 2, 3 n'est pas cassée complètement, le temps qu'on remet en route le microservice 2. Après, pour les données qui sont un peu plus intéressantes, ou un peu plus, pas plus intéressantes, mais plus importantes à garder dans les longs termes, comme ce que j'ai dit, l'exemple du shopping cart, les données que les utilisateurs sont en train d'avoir dans leur shopping cart dans un site e-commerce. On veut les avoir très vite, accessibles en mémoire, mais on ne veut pas les perdre. Et du coup, on peut imaginer cet scénario dans lequel on a deux data centers avec un load balancer, et un des data centers 1, il va traiter les données de magiciens tout jeunes, et l'autre, il va traiter les données de magiciens vieux, justement pour pouvoir balancer la charge. Mais donc, qu'est-ce qui se passe si le data center 1 tombe? Et il va tomber, parce que tout tombe à un moment donné. Avec Infinispan, on peut connecter les deux data centers et utiliser un data center comme le backup de l'autre. Donc, mon load balancer, si je perds le data center 1, il suffirait que je dise, OK, maintenant, comme les temps qu'on va restaurer le data center 1, on va rédiger toutes les requests au data center numéro 2, les temps que le data center 1 se mette en route. Et du coup, après, je n'aurai pas des pertes ni des données, ni d'utilisateurs non contents, etc. Ça se fait parce que ça existe un truc qui s'appelle la réplication cross-site. Donc, je peux avoir des différents data centers avec des configurations
de clusters d'InfiniSpan différents et des caches différents, mais je peux le connecter avec du coup JGroups avec un protocole qui s'appelle Relay 2 et faire sorte qu'une réplication se fasse et pouvoir être le backup l'un de l'autre. Donc après, la question aujourd'hui, il y a quelle heure que je regarde? Okay. La question aujourd'hui serait, pour coder des microservices en Java et de fonctionner à sa service et avoir du serverless, quel framework j'utilise? Si j'utilise de la JVM, parce que normalement, la JVM, avec tout le mal qui me fait au cœur, c'est connu parce que c'est un peu long à démarrer, ça charge 1 million de données, ça charge 1 million de trucs, c'est super lourd, blablabla. Bla, 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 et les gens, ils se disent, on va faire du Node. En plus, on est beaucoup plus cool, on va faire du Go. Et voilà, les gens, ils se disent, pour les scénarios comme fonctionne à sa service, je veux peut-être partir du Java avec tout mon regret. Et moi, je dis, bonne nouvelle, parce qu'on a un nouveau framework et on a plusieurs d'autres, mais je ne vais pas parler de cela, mais je vais parler de Quarkus, parce que je suis complètement objectif et je travaille chez Red Hat. Et donc, c'est un framework qui est en train de se développer par une équipe à Red Hat qui s'appelle Quarkus, qui utilise GraalVM, qui est comme familiarisé avec GraalVM, ou il a écouté parler GraalVM. GraalVM, c'est une VM, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui permet de faire la compilation native des différents langages, dont Java. Et donc, ça veut dire faire des applications qui vont tourner en mode natif. Et là, c'est vraiment avec l'idée de cloud application, Kubernetes native, en fait, et avoir les mêmes performances qu'on peut trouver avec Go, par exemple, avec Java. Et en fait, là, c'est la promesse, la promesse, on dit promesse, c'est en anglais, hein, la promesse des Quarkus, c'est vraiment de réduire l'empreinte mémoire et la vitesse, le temps d'accès la première request, et de vraiment réduire tout ça. Mais je vais pas trop m'étaler sur Quarkus parce que vous avez une super bonne nouvelle dans DevFest Lille et qui est Emmanuel Bernard et Guillaume Smet qui sont là et qui vont juste après donner un talk à 14, pas juste après, mais seul d'après, dans la salle Action sur Quarkus. Donc vraiment pour comprendre ce que ça fait et tout ça. Du coup, je ne vais pas m'étaler sur ça. Je vous envoie juste que vous ayez voir plus après avec eux. Mais la promesse, c'est ça, vraiment d'avoir des temps d'accès rapide, empreinte mémoire et de la vitesse. Et en fait, Quarkus, du coup, il a été conçu pour que ce soit un framework ça a l'air nouveau, mais ça a l'air, on le connaît déjà. Parce que ça utilise des librairies qu'on est tous habitués déjà à utiliser dans l'écosystème Java pour créer des applications. Et ceux-là, c'est comme Vertex, Hibernate, Apache Camel et oui, InfiniSpan. Ça marche déjà. En mode client-serveur, ça fonctionne. Et du coup, c'est ce que je vais vous montrer. J'ai fait du coup, pour faire une démo d'InfiniSpan avec un mode client-serveur avec Quarkus, pour le coup. J'ai fait une appli qui s'appelle Howard's Magic Monitoring, que vous pouvez trouver là sur GitHub, InfiniSpan Demos, Harry Potter, Quarkus. Et en fait, l'idée est de savoir quels sont je vais faire un truc monitoring dans lequel je veux savoir quels sont les magiciens qui sont en train d'exécuter de la magie dans le château. Et le château, c'est une école. Et du coup, les magiciens qui potentiellement sont à l'école, c'est les étudiants et les profs. Et du coup, en fait, dans mon démo, j'ai un petit cluster d'InfiniSpan avec 2 sources de données qui est les personnages et la magie qu'ils peuvent exécuter. Et j'ai une nouvelle source de données qui est la magie. Et du coup, je vais alimenter ce truc magique en prenant un caractère et un spell au hasard. Et je vais remplir chaque 3 secondes la source de données magie. Mon cluster d'InfiniSpan, c'est un seul serveur en local. Mais évidemment, on peut l'avoir déployé dans des serveurs et avoir des millions de serveurs et avec Kubernetes et OpenShift, etc. Parce que ça, c'est des trucs qu'on fait dans mon équipe. Il y a quelques personnes qui sont en temps plein pour que ça marche super bien avec Kubernetes et OpenShift avec les dernières frameworks pour déployer InfiniSpan en Kubernetes. Mais du coup, ça, c'est dans mon local.
Et du coup, après, j'ai un WebSocket écrit en Quarkus. Et utilisant une fonctionnalité d'Infinispan qui est la Continuous Query, je vais lire en continu cette source de données de magie et je vais ouvrir un WebSocket pour l'afficher dans une page web. Et donc là, du coup, je vais faire la démo. Je ne sais pas si ici, vous voyez bien. En fait, c'est ce qui est merveilleux de cette salle et que du coup, vous voyez bien. Je n'ai pas besoin de faire ça se voit bien. Derrière, vous voyez bien. Là, OK, nickel. Donc, ça, c'est ma démo. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais démarrer un Docker Compose app. Et je vais vous montrer quel est ce Docker Compose. Qui est familiarisé avec Docker ici? Et Docker Compose, vous savez, c'est un fichier qui permet de rassembler plusieurs services ensemble. Attends, je vais regarder que ça ne fasse pas... Donc, il est en train de démarrer mon Docker Compose. Et en fait, ce Docker Compose, c'est composé par deux services. Un, c'est un serveur d'Infinispan. Donc, ça, c'est la bêta 3. Et ici, j'ai un petit machin pour que d'abord démarre Infinispan et ensuite d'autres applis, parce qu'on a besoin ça en production, tu ne fais pas. Tu as tes serveurs d'un côté et tu as tes applis de l'autre côté, mais quand tu travailles en local, si ton appli démarre avant une base de données, peut-être tu vas avoir un problème de connexion. Donc, c'est pour ça qu'on a des trucs wait for it, des trucs comme ça. Donc, ça, en gros, ça a juste un petit truc pour attendre que les serveurs d'Infinispan démarrent. Et ensuite, j'ai ici une image qui est Caresti Howard's Monitoring. Et donc, cette image-là, je l'ai créée avec cette Dockerfile, qui est un Dockerfile qui, du coup, n'a fait aucune référence à Java, mais ça part de Fedora Minimal. J'ai copié deux fichiers, les deux références des données, et ensuite, j'ai un runner, j'ai un exécutable natif. Donc ça, c'est mon container. Et donc, l'appli que je fais, donc vous voyez que je suis très front, moi. C'est super beau, hein, je sais. Et donc, j'ai, comme je vous ai dit, un WebSocket et je reçois en continu. Et du coup aussi, j'ai par exemple, si je vais faire une recherche full text, ici, j'ai implémenté un petit service dans lequel je passe, par exemple, C, et il va me chercher dans la bio et prénom, dans mon référentiel c'est une recherche full text qui se fait des personnages. Et en fait, cette recherche full text et tout ça, c'est fait avec Quarkus et derrière Infinispan. Donc oui, on peut faire de la recherche avec Infinispan. Donc là, j'arrête ça. Et juste pour montrer vite fait les codes, normalement, je faisais ça avec une petite live coding. C'est juste que j'ai eu un malheur avec mon ordi et j'arrive pas avec celui-là. Désolée. Mais de toute manière, c'est pas trop important dès le temps que je vous montre un peu le code. Par exemple, ici, du coup, pour faire sur Quarkus, ça, c'est des trucs qu'on connaît déjà. Pour faire, tu mets un service REST, path, ça produit application JSON, et après, j'ai fait un inject d'un service. Ça, c'est connu. Et ici, du coup, si je veux justement utiliser une cache remote pour faire un query sur les caractères, j'ai juste à l'injecter comme ça, à dire quel est le nom. Et puis après, j'ai fait une query type d'IPA et d'autres, en fait. On a plusieurs API, en fait, pour faire ça. Et du coup, la continuous query, ce que vous avez vu du coup ici, que ça sort comme ça. Ça, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est le code. Donc, déjà, pour ouvrir un endpoint, un WebSocket, en mettant serveur endpoint comme ça et application scope, voilà, j'ai déjà la capacité pour faire mon WebSocket. J'injecte les données de référence des magies que j'ai. Et ensuite, pour faire une query en continu, déjà, je vais créer une query factory. Avec la query factory, je vais créer une query en disant je veux tous
tous ceux qui ont exécuté la magie à Hogwarts. Ça, c'est une query tout simple comme ça. Ensuite, je vais créer une continuous query. Ensuite, j'ai un listener. Donc, le listener, ce qu'il fait, c'est, il y en a d'autres, par exemple, je peux dire ici, je veux être prévenu aussi quand il y a un résultat, il y a quelque chose qui a été supprimé du cache. Donc, ça, c'est le code qui va être exécuté. Donc, c'est ça qui envoie les données au WebSocket. Ça, c'est le code qui va être exécuté à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui rentre dans le cache. Et du coup, à la fin, ce que je fais ici, c'est faire un lien entre la continuous query et je dis, fais un lien entre le listener et la query. Donc, il fait un lien entre ça et la query ici. Donc, il va exécuter cette query-là en continu et dès qu'il y a des nouvelles valeurs, ce listener va être prévenu et je peux faire ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est l'API d'Infinispan aujourd'hui. Donc, qui est familiarisé avec la programmation réactive et les queries réactifs? Donc, la programmation réactive, c'est qu'on va utiliser des reactive streams en Java. C'est l'effet qu'il soit non bloquant et qu'on ait un flux de données en continu et qu'on puisse faire des choses. Donc, cette API, si on réfléchit, ça ressemble à ça. Ça nous fait penser à, bah oui, là, voilà, c'est un truc comme réactif, un stream des données qui vient et tu as envie que ce soit avec un publisher et que ça fasse une API réactive. Et en plus, on a l'impression que c'est un peu verbeux comme API parce qu'effectivement, on part d'un cache et ensuite, autour, on rajoute un truc pour pouvoir faire la recherche, etc. Et oui, et ça, c'est vrai. Et ça, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'au début, Infinispan était un cache. Et ensuite, on a rajouté des fonctionnalités au-dessus. Mais on veut, d'une part, pouvoir être que cache. Et après, on veut aussi pouvoir faire la recherche. Mais on ne veut pas que tout vienne ensemble, en fait, si on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on travaille activement sur la version 10, c'est de refaire des API justement pour répondre d'une part aux besoins des recherches et disons, de bases de données NoSQL, clé-valeur, et d'autre part, répondre à ce qui est purement caching. Et en plus de ça, refaire des API en mode réactif, justement pour que ce ne soit pas un truc verbeux comme ça, mais utilisé avec des reactive streams et avec RxJava ou Vertex, Reactor, votre framework réactif du choix, et pouvoir se rassembler. Et voilà. Donc ça, c'est un truc sur lequel je travaille activement à ce moment. Et je reviens à ma presse. Et donc ici, si on vient à l'image d'Infinispan comme ça, ce qu'on a vu là, c'est Quarkus avec le client Java Rodrod. Et j'ai mis Red Hat OpenShift Kubernetes parce que justement, on a vu qu'on pouvait l'utiliser avec des containers. Et dès le moment qu'on a des containers et tout ça, ça marche parfaitement avec Kubernetes. Et je ne sais pas, qui utilise Kubernetes ici? Et avec le Operator Framework, ça vous parle? Ça existe déjà, l'opérateur Infinispan. Donc, c'est vraiment, on est vraiment en actif développement. Donc, c'est bientôt la fin de ma presse. Donc, pour conclure, donc, Infinispan, ça implémente tous les standards JPA, CDI, Gcache pour l'utiliser en mode embedded et en mode client-serveur. On peut faire des transactions. Et oui, parfois on a besoin de transactions, même quand on est NoSQL. Même MongoDB a fait des transactions ou des batchs. Donc voilà, des transactions intra-documents. Donc on peut faire des transactions dans le mode embarqué, mais aussi dans le mode client-serveur. On peut le faire. On peut rajouter de la persistance. On peut dire oui, je veux quand même que mes données soient persistées et qu'ils restent là et que du coup, Infinispan, il va charger certaines données, d'autres il va les persister, etc. Et voilà. On peut rajouter la persistance, faire la recherche full text, comme je vous ai montré. Ça marche avec Hibernate, du caching de deuxième niveau, avec Spring Boot 1.5, mais aussi 2.1. Tout ce qui est annotation de caching et Spring Session.
en mode embedded, en mode embarqué, mais aussi en mode client-serveur. Et moi, je maintiens activement, c'est moi la personne qui maintient le plus maintenant l'intégration avec Spring. Je suis en train de travailler aussi avec l'intégration avec Spring Data. Donc, avec Keycloak, avec Wildfly Cache, ça c'est pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Infinispan parce qu'ils utilisaient avec Wildfly et les caches de Wildfly. Avec Apache Camel. Avec Spark, on a un connecteur pour avoir les données qui viennent d'Infinispan, l'utiliser avec Spark. Avec Kafka, pour avoir des queues et des datas qui sont en mémoire pour que ça aille plus vite. Et avec Vertex aussi et Quarkus, comme je viens de vous montrer. Donc, je finis avec ça. Infinispan, du coup, c'est un projet 100% open source, licence Apache 2. Et que du coup, il est maintenu activement par Red Hat. Et du coup, ça c'est bien parce que déjà, le projet open source est exactement le même que le projet qui donne support Red Hat. Mais voilà, si vous avez besoin de support, il y a un éditeur derrière. Mais si vous n'avez pas besoin, vous pouvez trouver Infinispan, vous voyez exactement ce qu'il y a et ce qu'il fait, parce que il n'y a pas deux versions différentes, c'est la même pour les deux. Pour vous commencer, par Infinispan Simple Tutorials, le début des exemples tout simples, et par Infinispan Demos, où vous pouvez trouver la démo de Quarkus que je viens de vous montrer. Voilà, ça fait 10 ans déjà et du coup, on utilise Zulip, c'est un autre client de chat comme Slack. Il y en a plein maintenant, hein, j'ai l'impression. Donc, nous, on utilise Zulip parce qu'on est très cool. Et du coup, on est sur Slack, sur GitHub, Infinispan, Twitter, hashtag Stack Overflow. On utilise Jira pour les issues, de n'importe quel problème. On est tout le temps connecté, on est super content de voir les gens qui posent des questions, donc il ne faut pas avoir peur de venir nous poser des questions. Et puis, si vous voulez me faire un peu de feedback, j'ai un petit formulaire là, si vous voulez. Et sinon, vous me dites après, ou vous laissez ça, je ne sais pas, sur des Feslil, où vous faites le feedback. Et est-ce qu'il y a des questions ? Ça c'est non, ça c'est non. J'avais merci après. Personne n'a une question ? Zéro question ? Je sais pas. Une pour en faire plaisir. Sérieusement là ? Bon, après vous pouvez m'envoyer des questions juste après. Merci.